Présentation de cette matinée. Madame Jeanne est professeure de chimie au CHU de Casablanca. Et puis, en 20 minutes, elle va nous parler des techniques d'analyse biochimique dans un laboratoire de biologie médicale. Madame Jeanne, à vous la parole. 20 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je commence d'abord par remercier l'association des techniciens, l'Association nationale des techniciens du laboratoire de Maroc. Vous m'avez bien honoré en me donnant cette occasion pour siéger en tant qu'oratrice dans ces journées scientifiques de biochimie. En fait, la biochimie, c'est tout ce que j'adore, c'est ma spécialité. Moi, je vais être... tout ce qu'on a vu, c'est pertinent, c'était magnifique, c'était généralité grâce au tout ce qui se passe dans le laboratoire. Mais moi, je vais être un petit peu précise, je vais parler surtout de deux techniques, c'est l'HPLC et la chimiluminescence. Donc, je vais commencer par la chromatographie. La chromatographie liquide haute performance et son utilité dans le dosage de l'hémoglobine glycée. En fait, les techniques chromatographiques sont tous basées, comme vous le saviez, sur la séparation des analytes entre deux phases, une phase mobile et une phase stationnaire. Une phase stationnaire qui peut être soit un solide ou bien un liquide, et une phase mobile qui peut être soit un liquide, soit un gaz. Et la séparation, c'est une technique en fait séparative qui est basée sur la différence d'affinité des analytes entre ces deux phases. Ça veut dire plus qu'on a plus d'affinité vis-à-vis de la phase mobile, on va sortir plus tôt. Et plus qu'on a plus d'affinité vis-à-vis de la phase stationnaire, ça va entraîner un retard dans la sortie des analytes à séparer. Eh bien, ce qui s'est ajouté dans la chromatographie et cause importante également, c'est que cette phase mobile doit interagir uniquement avec les analytes, jamais avec la phase stationnaire. Et la chromatographie liquide haute performance, ce qui est ajouté, c'est la haute performance, ça veut dire la haute pression qui rend cette technique plus résolutive. Alors, l'hémoglobine glycée, auparavant, elle était dosée surtout par l'immunoturbidimétrie. Ça, c'est l'appareillage de la chromatographie. En fait, il y a toujours un solvant, il y a un réservoir du solvant, puis la pente qui va servir qui donne l'occasion à l'écoulement de la phase mobile dans la colonne. Il y a l'injecteur, la colonne, le détecteur et un détecteur et un enregistreur. En fait, pourquoi on utilise cette méthode pour l'hémoglobine glycée? Parce que l'hémoglobine glycée, comme vous le savez, en fait, c'est la protéine qui se trouve au niveau des globules rouges. Elle est formée par 4 chaînes polypeptidiques, 4 chaînes de globine alpha et de globine bêta. À l'intérieur se siège l'hème, comme vous le savez. Et en fait, cette hémoglobine, c'est le marqueur rétrospectif, c'est le marqueur de l'équilibre glycémique. Parce qu'il fixe en fait le glucose. Et si on dose par d'autres techniques, à part actuellement l'HPLC, on n'arrive pas à détecter s'il y a un variant d'hémoglobine. Ça veut dire si cette molécule d'hémoglobine est modifiée. Elle est modifiée, plus ou moins, on ne va pas entrer dans le détail. On sait qu'une hémoglobine normale est représentée par l'hémoglobine A, l'hémoglobine A2. Ça se passe. Je peux revenir. Alors, une hémoglobine A qui représente 85 à 98%, une hémoglobine A2, 2 à 3% et une hémoglobine F. Une hémoglobine modifiée, ça veut dire là où il y a un variant d'hémoglobine, ça veut dire qu'il y a un acide aminé qui est changé par un autre acide aminé. Par exemple, la drépanocytose ou bien l'hémoglobinose S, on a l'acide aminé dans la position 6, il est modifié, il est remplacé par un autre acide aminé. Donc, à ce moment-là, c'est dû à un changement dans les gènes de globine. À ce moment-là, la molécule va se trouver modifiée. Si on dose par cette technique, ce qui nous intéresse, c'est que ça va nous donner un pic supplémentaire
qui prouve la présence de ce variant d'hémoglobine et on va avertir nos patients pour changer cette méthode de suivi de leurs patients. Ça, c'est les types l'hémoglobinose S, l'hémoglobinose C, et il faut savoir que surtout dans notre région et en Afrique et en Asie, les variants d'hémoglobine sont très répandus. Donc, c'est d'où l'utilité d'utiliser ces techniques. Ben voilà, j'ai dit que la valeur sémiologique de l'hémoglobine glyquée comme un marqueur cumulatif de l'équilibre glycémique est conditionnée par la durée de vie des hématies et par la synthèse normale d'hémoglobine. Et c'est en invariant, l'un ou l'autre sera modifié. Alors, on a fait une toute petite étude dans notre laboratoire que je vais partager tout de suite. On voulait, par cet analyseur que je pense que vous utilisez tous, je ne vais pas dire le nom de l'automate, mais un automate qui utilise l'HPLC comme méthode d'étude de l'hémoglobine glyquée. Donc, on a analysé les hémoglobines glyquées durant une période de 3 mois pour voir les différents variants d'hémoglobine détectés. On a voulu mettre en avant les difficultés rencontrées lors du dosage de l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques qui portent des hémoglobinopathies, parce qu'ils sont assez nombreux, et on voulait proposer par la suite des conduites à tenir. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats, ce que vous dosez chaque jour. Donc, c'était une enquête prospective et descriptive effectuée dans le laboratoire de biochimie de CHU de Casablanca. On a pris des échantillons des maladies hospitaliers internes et des consultants externes durant les 3 mois et 20 jours, allant du 22 mois 5 2020 au 9 2021. Eh bien, on a utilisé, bien sûr, des prélèvements sur tube EDTA et on a dosé par HPLC. Ben, durant cette période, on a trouvé quand même que qu'on a pu analyser 3087 échantillons sanguins prélevés sur tube de DTA, dont on a trouvé 1,30% des variants d'hémoglobine, surtout le variant C, le variant S et les thalassémies hétérozygotes. Ça, c'est le sexe ratio qui était de 1,37. Regardez, s'il vous plaît, le variant C était le variant majoritaire, puis le variant S, puis les thalassémies. Ça, c'est les patients externes qui étaient majoritaires, puis les patients qui venaient de l'endocrinologie, ceux qui venaient du service de l'ophtalmologie, de dermatologie, de l'hématologie et de la médecine interne. Ben voilà, on a pu déduire que quand même, pour doser l'hémoglobine glyquée par ces techniques, on a trouvé un taux qui est élevé de 1,30-25%. Et surtout, c'était des patients qui étaient diabétiques déjà. Ça, c'est ce que vous allez sortir comme chromatogramme. C'est le résultat, ça veut dire c'est le chromatogramme de l'HPLC. Le premier chromatogramme représente un patient qui est normal, qui présente 4,7% d'hémoglobine et un tracé qui est normal. Le deuxième tracé également, c'est un tracé qui est normal, mais pour un patient diabétique. Là, regardez s'il vous plaît, la valeur de l'hémoglobine glyquée était de 9% et de 75% millimol par mol, mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de variant d'hémoglobine. Par contre, si vous avez un variant d'hémoglobine, regardez s'il vous plaît, ça c'est un patient qui présente une valeur d'hémoglobine glyquée plus ou moins normale de 5,4%, mais qui présente quand même un variant C d'hémoglobine. Un variant C, ça veut dire qu'il y a une molécule d'hémoglobine qui est un certain taux de pourcentage d'hémoglobine qui est normal et un certain taux d'hémoglobine qui présente un variant C. Donc, changement dans la structure d'hémoglobine, changement dans le poids moléculaire, changement dans les charges électriques, donc changement dans la mobilité, dû au changement de l'affinité vis-à-vis de la phase mobile et stationnaire, d'où on trouve ces pics-là. Ça également, vous allez le trouver souvent. Ça, c'est un patient qui présente un taux également d'hémoglobine normal de 5,5%, alors qu'il présente un variant S d'hémoglobine. Eh bien,
probablement ce ne sont pas des vraies valeurs d'hémoglobine à l'insecte, parce que la structure de l'hémoglobine est modifiée, donc il ne va pas fixer correctement le glucose. Et donc, ce qu'on va donner, ce qu'on va doser, ce n'est pas la vraie valeur de l'hémoglobine glyquée, c'est une valeur très sous-estimée. Et il se peut que notre patient, on a reçu effectivement des réclamations du service d'endocrinologie en disant que les patients présentent toutes les signes cliniques, un patient qui présente tous les signes cliniques du diabète, alors qu'on rend toujours une valeur normale d'hémoglobine glyquée. C'était dû à la présence de ce variant d'hémoglobine glyquée, et on invite par la suite le clinicien de suivre son patient par une autre méthode, que ce soit le dosage de fructosamine, ou bien à la limite, parce que quand même l'hémoglobine glyquée, c'est l'équilibre glycémique de 3 mois, donc c'est un petit peu plus toléré de faire piquer le patient toutes les 3 mois. Par contre, les fructosamines représentent l'équilibre glycémique de 2 à 3 semaines, donc c'est lourd, c'est difficile de piquer le patient toutes les 2 semaines. Donc, on fait actuellement des cycles de glycémie, ça veut dire que le patient se présente soit dans le service clinique, soit même dans le laboratoire, et puis on va doser la glycémie à jeun toutes les 3 heures pendant une journée pour que le patient soit son propre témoin. Ça, c'est le chromatogramme de la thalassémie hétérozygote, également, qu'on a pu détecter par ces techniques chromatographiques. En fait, c'est ça ce qui fait la différence entre ces techniques et les autres techniques immunologiques, c'est la détection des variants d'hémoglobine. Voilà. Et vous allez remarquer vous-même que le seul inconvénient, c'est que cette technique HPLC nécessite un dispositif à part, c'est-à-dire un automate à part, c'est un chromatogramme. Par contre, par l'immunoturbidimétrie, on peut doser l'hémoglobine glyquée dans l'automate normal dans le laboratoire. Donc, c'était ça le seul inconvénient. Puis, je vais passer rapidement à une autre technique qu'on utilise largement dans le laboratoire également actuellement, c'est tout ce qui est discuté ici, c'est tout ce que j'ai dit. Voilà, ça c'était les solutions de remplacement. Ça veut dire qu'il faut... je peux revenir quand même. Ça c'était, il faut doser d'autres choses, le fructosamine ou bien les cycles glycémiques. Il faut alerter le clinicien, il faut mettre un commentaire comme quoi attention à la présence du variant, et il faut toujours une collaboration clinico-biologique entre le technicien, entre le biologiste et entre le clinicien. Maintenant, ce qu'on appelle la chimiluminescence, en fait, la chimiluminescence, c'est faux. Il ne faut pas dire la chimiluminescence tout court, parce que la chimiluminescence, c'est une technique analytique. Ça veut dire qu'il y a la chimiluminescence, ça veut dire qu'on a des molécules dans une solution qui vont absorber de la lumière, donc des photons, et qui vont émettre ces photons. Il y a une partie de cette énergie qui va se perdre sous forme d'énergie, et une partie qui va s'émettre sous forme d'une radiation. C'est ça la chimiluminescence. Ça veut dire que les molécules dans la solution absorbent et ils vont émettre l'émission d'un photon lumineux par des molécules en solution. Et ce qu'on utilise, nous, dans le laboratoire, c'est ce qu'on appelle le dosage immunologique microparticulaire par la chimiluminescence. Ça veut dire que finalement, on va expliquer que cet acrédium va émettre après l'absorption. Mais dire tout court, la chimiluminescence, c'est plutôt analytique. Alors, la chimiluminescence, c'est une technique qui est actuellement très utilisée dans les laboratoires de biologie moléculaire, de biologie médicale. Pourquoi? En fait, c'est une technique quantitative, ça veut dire qu'on aura finalement des valeurs. C'est une technique qui se fait en phase hétérogène et qui est très spécifique, très résolutive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais résumer la technique par un schéma vers la fin. Mais généralement, on a dans la cuve, à l'intérieur des automates, on a des anticorps qui sont fixés sur des macroparticules paramagnétiques. D'accord? Et notre analyte va se fixer sur ces anticorps. Par la suite, il y aura d'autres anticorps qui sont marqués
par un conjugué qui est chimiluminescent, qui est l'acrylium. Il y aura par la suite application d'un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique va servir vers la fin pour séparer ces particules paramagnétiques au complexe anticorps. Et par la suite, on aura un milieu basique, un peroxyde qui va oxyder l'acrylium pour le conjuguer et le rendre chimiluminescent. Et j'ai résumé cette technique par un schéma. Le voilà. Alors, ce qui se passe à l'intérieur de l'automate, c'est ça. En fait, n'importe quel automate qui utilise la chimiluminescence, on a des macroparticules. On a des macroparticules sur lesquelles sont fixés des anticorps. Par la suite, ce sont des macroparticules qu'on appelle des macroparticules paramagnétiques liées aux anticorps. Par la suite, ce qu'on va introduire, c'est notre sérum. Donc, ce qu'on va doser, vous savez que la chimiluminescence sert actuellement à doser les marqueurs tumoraux, à doser en hormonologie, le bilan thyroïdien, TSH, T3, T4 libre, la troponine, la BNP, la NT-proBNP. Donc, elle est très largement utilisée. On va citer quelques applications. Donc, on va ajouter par la suite notre sérum, ou bien les molécules qu'on veut doser. Voilà, on va considérer que ce sont les substances à doser qui vont se fixer sur les anticorps déjà fixés d'emblée sur les macroparticules paramagnétiques. Et par la suite, on va ajouter d'autres anticorps qui sont marqués, ce qui est en mauve, qui sont marqués par le carboxamide d'acrylium. Et c'est ça le conjugué chimiluminescence, c'est ce produit-là qui va donner la chimiluminescence. On applique par la suite un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique sert à séparer les anticorps des microparticules paramagnétiques. Et par la suite, on a déjà le sandwich, ça veut dire les anticorps qui ont déjà à l'intérieur, il y a la molécule à doser, puis il y a le conjugué, il y a le carboxamide d'acrylium, et on ajoute un réactif qui est généralement en présence d'une base. Bien sûr, on travaille dans un milieu alcalin, qui est généralement un peroxyde qui va oxyder, qui va entraîner l'absorption du carboxamide d'acrylium, qui par la suite sera excité, puis il va émettre des rayons luminescents ou bien chimiluminescents qui donnent ces techniques. Après, bien sûr, un lavage et tout. C'est ça le principe de la chimiluminescence, on voulait l'expliquer. Et bien, la technique, pourquoi il est tellement important? Parce qu'il est utilisé dans le laboratoire pour le dosage du bilan thyroïdien, le T3, le T4, le TSH, la thyroglobuline, les antithyroglobulines, les antithyroperoxydases. Dans le pancréas, le bilan pour doser l'insuline, le glucagon, le peptide C, dans le bilan de fertilité, tout ce qui est FSH, LH, prolactine, estradiol, vitamine D, les marqueurs tumoraux, les marqueurs cardiaques, évidemment la troponine, la BNP, cortisol, parathormone. Donc, c'était important de détailler son principe. Et je pense que j'ai terminé. Voilà, si vous avez des questions, et je vous remercie. Merci, professeur Moujane, pour déjà le respect du timing. Vous avez encore une minute. Je vais peut-être en profiter pour juste apporter les sentiments et les impressions sur votre présentation, que je trouve pertinente. Vous avez bien fait de faire ce choix, de focaliser sur l'HPLC et la chimioluminescence, sachant que ce sont deux techniques énormes, qui ne sont pas faciles et simples, qui sont anciennes, mais qui ont montré leur valeur. Je peux vous dire que beaucoup d'années, depuis, je pense, plus de 20 ans, on avait souffert en termes de standardisation pour la technique HPLC, pour le dosage de l'HbA1c, l'hémoglobine glyquée. Et je me rappelle très bien aussi que l'hémoglobine glyquée posait déjà un problème en termes de définition. Parce que souvent, les cliniciens l'appelaient hémoglobine glycosylée. Alors que l'hémoglobine glycosylée,
et l'hémoglobine glyquée, ce n'est pas la même chose. Tout simplement parce que la liaison peut être spontanée ou bien enzymatique. Donc déjà, il a fallu beaucoup d'efforts de la part des biologistes pour que l'hémoglobine glyquée soit perçue et définie de façon définitive en tant que valeur de dosage pour l'hémoglobine glyquée, pas glycosylée. Et puis, beaucoup d'années sont passées aussi pour faire attendre des résultats pertinents comme vous les avez. Vous avez bien fait de faire cette étude d'ailleurs, parce que vous avez apporté les preuves, comme quoi il faut standardiser et que l'HPLC soit le gold standard dans le dosage de l'HPLC. Au Maroc, si je n'ai pas, je n'ai pas idée sur le pourcentage des laboratoires au Maroc qui utilisent l'HPLC pour le dosage de l'HPLC. Ça, c'est quelque chose qu'on peut débattre aussi dans l'après-midi. Mais c'est juste pour vous remercier et pour vous dire que vous avez touché vraiment des points très importants. Et puis aussi pour la chimioluminescence, c'est impeccable parce que ça peut apporter des réponses à des éléments qu'on n'avait pas la possibilité de toucher, notamment comme des marqueurs spécifiques pour des pathologies cancéreuses et autres. Donc, on va revenir dans la discussion tout à l'heure pour laisser la salle poser leurs questions. Et donc, je passe tout de suite la parole au professeur Matawi, qui vient d'Agadir et qui va nous parler d'autre chose. Le reste, en fait, ce qui reste important dans cette biochimie, c'est l'EPS, l'électrophorèse des protéines.